28 février 2020, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur BB24, le deuxième et dernier numéro du grand rendez-vous de cette semaine. C'est tout de suite et maintenant. On suit d'abord cette vidéo découverte du Bénin et on se retrouve tout juste après. Yari vient du Gourmandier. C'est une des principales ethnies qui bordent la réserve de la Pindiari. Et le nom initial c'est Pindiari, qui signifie la grande rivière ou la rivière mâle en Gourmandier. Pindiari. Alors, la Pindiari. Voilà, mesdames et messieurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, ces belles images ne me donnent envie que de faire une seule chose, c'est de prendre mes valises et d'aller m'installer dans le parc Pindiari. Je sais, oui, c'est bien drôle, mais voilà, c'est la seule envie ce soir. Bon, on vous a fait voyager, on redescend et on est sur ce plateau avec vous, mesdames et messieurs. Nous avons 3 rubriques au menu de ce numéro du Grand Rendez-vous. L'expert d'aujourd'hui parle business et rentabilité surtout. Eh bien, au dire des experts, il n'y a pas d'autre alternative pour faire grandir son entreprise. Il faut accroître son chiffre d'affaires. Comment y parvenir? C'est à cela que va répondre notre expert. Ceci dans un instant. Elles étaient à l'honneur hier et autant savoir s'y consacrent ce soir les organisations non gouvernementales. Elles sont nombreuses au Bénin et couvrent presque tous les domaines d'intervention. Leur principale mission est de servir les autres. Un service qui est bien encadré juridiquement. Alors, si vous rêvez de vous rendre utile à travers une ONG, eh bien, ce numéro d'Autant Savoir s'adresse à vous. Horizon Culture nous plonge dans l'héritage musical d'un grand artiste béninois qui n'est plus là, hélas. Eh bien, Stan Toron est parti, mais beaucoup de ses œuvres restent éternelles. Que devient tout cet héritage avec notre invité sur Horizon Culture? On y répond. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et aujourd'hui, eh bien, ce rendez-vous ne sera pas manqué, mesdames et messieurs, sans plus tarder, la rubrique Autant Savoir. Alors, Autant Savoir ce soir s'intéresse à l'existence des ONG ici au Bénin, comment est-ce qu'on les crée, comment est-ce qu'elles fonctionnent. On répond à toutes ces questions avec une charmante dame qui a aussi son ONG, mais avant, on suit ce reportage. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG.
Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc, des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Merci Evra Anani pour ce si beau reportage. Et donc, on reçoit en plateau Chantal Soukpo-Dovonou. Bonsoir. J'espère que j'ai bien prononcé, c'est bien Soukpo-Dovonou. Alors, vous êtes responsable d'ONG, comme je le disais tantôt, et on suivait ce reportage. La chute, déjà, c'est de parler de l'engouement des jeunes à justement s'engager vers les ONG. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des jeunes aussi qui sont intéressés aujourd'hui par le service au niveau des ONG? Merci madame, ça c'est une très belle question. Il faut avouer que de nos jours, les jeunes ne sont plus tellement motivés à s'engager. Ou du moins s'ils s'engagent, ils espèrent toujours une contrepartie. Alors que qui dit ONG dit service. C'est-à-dire qui dit ONG dit vocation, dit passion. C'est-à-dire c'est le don de soi. Et du coup, quand ils s'associent aux ONG, qu'ils ne voient pas la contrepartie, tout de suite, ils commencent par se démotiver. D'accord. Et je crois que c'est l'une des difficultés des ONG. On aura l'occasion d'y revenir certainement tout au long de ce plateau. Déjà, vous avez commencé par répondre. Comment est-ce qu'on pourrait définir une ONG? Déjà, il faut avouer que c'est un cycle. ONG, organisation non gouvernementale, c'est une association à but non lucratif et d'intérêt public et qui ne relève ni de l'État ni d'une institution internationale. D'accord. Oui. D'accord. Alors, quand on finit de la définir, il faut déjà savoir comment est-ce qu'on crée une ONG aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pour créer une ONG, c'est vrai que les ONG se créent de façon officieuse, parfois, avant d'aller vers la forme officielle. Voilà. Donc, pour se rendre officiel, il faut se rapprocher soit de la préfecture, soit du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, selon l'objectif. Je crois que pour le ministère de l'Intérieur, ce sont les ONG à caractère religieux qui vont s'enregistrer là-bas. Et celles qui ne sont pas à caractère religieux s'enregistrent au niveau de la préfecture pour prendre la liste des pièces à fournir. Parmi ces listes, nous avons les statuts, le règlement intérieur, le casier judiciaire, le PV,
de l'AG constitutive. Mais est-ce qu'il faut la liste des membres, forcément? Ou c'est juste une seule personne? Non. Tous les membres de l'association? Oui. Parmi ces pièces, il y a la liste des membres qui ont assisté à la réunion, à l'AG constitutive. Il faut leur signature, même leur contact. Il y a même un canevas de listes que le ministère donne aujourd'hui pour pouvoir remplir. Hier, on remplissait comme on veut, mais de nos jours, c'est le ministère même qui exige le canevas avec les données à respecter. Est-ce à dire donc qu'il y a peut-être des ONG qui, dans le processus d'officialisation, ne l'obtiendront pas s'ils ne respectent pas les normes? Est-ce qu'il suffit juste de cocher les bonnes cases et c'est bon, on a son ONG? Non. C'est tout un processus. Quand on dépose, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on te rappelle. Pour dire, dans vos tests, vous avez mis ici, ça ne va pas, il faut revoir. On peut vous rappeler peut-être 2, 3, 4 fois, jusqu'à ce que on s'entende. D'accord. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on obtient l'autorisation. D'accord. Alors, qui peut se targuer de créer une ONG ici au Bénin? Est-ce que tout le monde peut se le permettre? Bon, je ne dirais pas tout le monde. Sinon, tout le monde, sauf les hommes politiques. Il ne faut pas mélanger les choses. D'accord. Soit c'est totalement apolitique. Oui, soit on va vers la politique, soit on va vers la société civile. D'accord. Donc, toute personne qui veut vraiment défendre, qui a une cause, qui a un objectif, qui a vraiment qui a décelé un problème auquel elle veut apporter une solution. Elle peut être une personne morale comme elle peut être une personne physique. D'accord. Mais dites-nous, vous, comment vous est venue l'idée de créer une ONG? Bon, c'est comme je l'ai dit tantôt, nous étions déjà dans le social. D'accord. Nous avions déjà cette passion d'aider les jeunes, les orphelins, les personnes vulnérables, les familles. Donc, c'est au fil des ans que nous nous sommes rendus compte que on est en train de travailler, mais on ne s'est pas enregistré, on n'est pas reconnu. C'est là qu'on s'est rapproché du ministère pour prendre les renseignements et nous avons suivi le processus, nous avons été déposer les pièces et nous avons obtenu notre récépissé d'enregistrement. D'accord. Alors, quels sont les différents statuts juridiques d'une ONG ici au Bénin? Oui, une ONG peut avoir la forme d'une association ou la forme d'une fondation. Et l'association, c'est juste 2 ou 3 ou plusieurs personnes qui mettent ensemble leur savoir, leurs connaissances, leurs activités, leurs moyens pour un but bien donné. Mais la finalité, il n'y a pas une affaire de bénéfice. Il n'y a pas à espérer un revenu en retour. Par contre, la fondation, c'est une personne morale ou une personne physique qui affecte un patrimoine à une cause, pour une cause. D'accord. Voilà. Donc, une partie de son patrimoine pour une cause bien définie. Voilà. D'accord. Mais ici au Bénin, on a l'impression qu'on a plus d'associations que de fondations. Oui, on a plus d'associations. Bon, sinon, c'est un point de vue personnel. Moi, je pense que c'est un problème d'ignorance. D'accord. C'est parce que souvent, nous n'allons pas à la recherche de l'information. Parce que même pour créer les ONG, il faut avouer que tous ceux qui ont créé les ONG, ils font beaucoup. Mais il leur manque également beaucoup de connaissances. C'est pour ça que vous allez constater que de nos jours, il y a des renforcements de capacités qui se multiplient, qui se font à l'endroit des ONG. Parce qu'ils font un travail formidable, mais en matière de gouvernance, par exemple, ça ne va pas. Donc, de plus en plus, la société civile s'organise pour mieux équiper les ONG de nos jours. Donc, tout est question d'information. Dans le reportage qu'on a suivi, on nous a parlé d'ONG qui n'existent que de nom. Est-ce que vous avez connaissance justement de ce problème aussi? Bon, je n'en connais pas personnellement, mais ce n'est pas impossible. C'est sûr. Ce n'est pas impossible parce que quelqu'un qui veut se lancer dans du social, tout de suite va se dire,
à quoi bon Qu'est-ce que louer, j'ai gagné? à quoi bon aller louer un local et payer peut-être 20 000, 50 000 francs chaque fin de mois si je n'ai pas une garantie, si je n'ai pas un partenaire sûr. Donc du coup, on n'a pas un local, mais c'est-à-dire le siège est à la maison, quoi. À la maison, le siège est chez à la soi, maison, d'accord. Ou chez un ami, mais on opère comme tout ça. C'est pour diminuer un peu les charges. Tout à fait. D'accord. Mais il faut avouer quand même ici au Bénin, ça fait déjà des années que tout ce qui concerne les ONG est bien réglementé ici. Alors dites-nous un peu plus sur l'encadrement juridique au niveau des ONG. Oui, je pense que de plus en plus, la maison de la société civile s'organise de façon à ce que toutes les ONG se mettent ensemble. C'est-à-dire, quand je prends la maison de la société civile, par exemple, elle a essayé de répartir toutes les ONG, les associations en des pools thématiques. En fonction de leur domaine d'intervention. En fonction de leur domaine d'intervention. Pour mieux contrôler un peu ce qui se fait sur le terrain, afin qu'il n'y ait pas trop de disparités, pour qu'on suive véritablement ce qui se fait et qu'il y ait aussi un sens de redevabilité. D'accord. De telle sorte que l'on sache qui fait quoi sur le terrain. Parce que plusieurs ONG font beaucoup de choses, mais l'État n'est pas informé, il n'y a pas une certaine redevabilité, la mairie n'est pas informée. Donc je crois que de nos jours, il y a c'est-à-dire une réorganisation, une restructuration de la société civile pour amener les ONG à se mettre un peu au rang. D'accord, mais est-ce qu'il y a des avantages légaux pour les ONG ici au Bénin? Est-ce que vous avez idée d'un avantage et autres? Sinon, je suis sûre que si je vous demande tout de suite les difficultés, vous allez m'en lister. Oui, personnellement, je n'en connais pas pour le moment. D'accord. Je n'en connais pas. On aura l'occasion certainement de revenir sur le sujet. On n'a pas vu le temps passer. Il restait encore plein de questions que j'avais à vous poser. Madame Chantal Soukbo-Dovonou, je rappelle que vous êtes responsable d'ONG avec vous. On s'est intéressé justement au cadre juridique qui encadre l'existence de ces ONG ici au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres. C'est fini pour ce plateau d'Autant Savoir. Vous restez avec nous le temps qu'on lance la prochaine rubrique Expert. Voilà, notre invité expert est en train de nous rejoindre et avec lui tout de suite, on s'intéresse à notre thématique du jour. Il s'agit de comment augmenter ses chiffres d'affaires. Ça, c'est pas toujours évident, Alex Balogun. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un visage que vous connaissez et que vous reconnaissez certainement, mesdames et messieurs. Donc, ce soir, il nous dit tout sur comment augmenter ses chiffres d'affaires. Moi, déjà, je voulais savoir si tout le monde, tout entrepreneur peut aspirer à l'augmentation de son chiffre d'affaires. Je pense que tout entrepreneur aspire d'ailleurs à l'augmentation de son chiffre d'affaires, mais il y a des entreprises qui ne peuvent pas augmenter leur chiffre d'affaires. Ne serait-ce pas trop pessimiste que de dire cela? C'est comme vous avez une voiture, la voiture n'a pas de batterie et vous voulez démarrer la voiture. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de batterie dans la voiture ne peut pas démarrer parce qu'elle est conditionnée de démarrer avec une batterie. D'accord. Donc il y a des éléments et des facteurs qui doivent déterminer la croissance financière dans une entreprise. La croissance ou non? La croissance ou non. Donc tant que ces éléments ne sont pas respectés, ne sont pas en ordre, vous ne pouvez pas augmenter votre chiffre d'affaires. C'est clair, mais on parle de quel facteur là? Je donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle le changement du goût de la clientèle. Donc la clientèle avait l'habitude de prendre tel produit et je la vendais. Mais aujourd'hui, les clients ne prennent plus ça. Ils sont déjà habitués à un autre type de produit. Mais moi, je continue de vendre et je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Ce n'est pas possible, j'ai déjà perdu la compétition. D'accord. Donc, ce qu'il exige l'entrepreneur ou l'entreprise à s'adapter, à s'ajuster à la demande et au goût de la clientèle de façon continue. D'accord. Chaque instant, chaque moment, que le goût, aujourd'hui, tout le monde va utiliser portable Android et non portable les touchlights de Nokia.
Donc, il y a des produits que vous ne pouvez plus vendre parce que votre cible, votre client, votre La cible a changé. Exactement. Ses attentes aussi. Donc, la consommation, votre consommateur ne consomme plus ce que vous vendez. D'accord. Et là, vous ne pouvez jamais augmenter votre chiffre d'affaires ou il n'y a pas de marché pour ce que vous vendez. D'accord. Il y a des gens qui disent je suis passionné de ceci, je vais le faire, c'est bien. Je sais fabriquer telle chose, je vais le faire, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un client pour ça? Est-ce que les gens achètent ça? Est-ce que vous avez une cible qui est prête à acheter ce que vous voulez vendre? Donc, il ne faut pas juste regarder ce que vous voulez faire, mais regardez si les gens sont prêts à acheter et acheter au prix que vous voulez vendre. D'accord. Mais si on parle d'une gestion d'entreprise, c'est que l'entreprise est peut-être déjà créée et peut-être que vous avez déjà l'habitude de faire un chiffre d'affaires qui ne vous satisfait pas. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de passer d'1 million de chiffre d'affaires à 1 milliard de chiffre d'affaires, mais vous nous dites qu'il y a des facteurs auxquels il faut faire attention et en parlant par exemple du changement du goût de la clientèle. Mais comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ces facteurs-là? Oui, il faut faire l'étude de marché. À votre niveau, si c'est une petite entreprise, un PME, vous pouvez faire l'étude de marché à votre niveau. La première des choses, c'est de définir qui est notre client. Et pourquoi quelqu'un a dit que des fois, la plupart du temps, pas même la plupart du temps, le client n'achète pas pour votre raison. Il achète pour ses propres raisons. Donc les gens n'achètent pas parce que pour les raisons pour lesquelles vous vendez. D'accord. Vous vendez parce que vous savez produire. Vous vendez parce que vous êtes passionné de ça. Mais quelqu'un d'autre achète parce que ça résout un problème pour lui. D'accord. Parce que ça lui apporte le confort. Ou bien parce que ce n'est pas l'un de chez lui. Il a ses propres raisons. Donc, 1, je dois connaître mon client. Et 2, je dois savoir pourquoi il achète. Pour que je puisse lui communiquer dans son langage. Parce que quand je lui communique ainsi, il va acheter parce que je communique son langage. D'accord. Mais est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on voit dans certaines entreprises, quand vous y allez pour une prestation ou une autre, tout de suite on vous fait une fiche client, qu'est-ce que vous aimez chez nous, pourquoi vous êtes venu, ce genre de choses? Une bonne idée. C'est une stratégie d'écouter, c'est une stratégie qui permet d'écouter ses clients. Vous devez les écouter, vous devez savoir qu'est-ce qu'ils pensent. D'accord. Est-ce qu'ils sont satisfaits de notre service? Est-ce qu'ils sont toujours dans le besoin de notre service? D'accord. Je parie qu'il y a des coiffeuses qui, lorsqu'elle ne se met pas à jour vis-à-vis des styles... Ah ben c'est clair, hein? Ah ouais, c'est clair. Je vois ce que vous voulez dire. Quand elle est encore au Moyen-Âge, pendant que nous, on est en plein 21e siècle, avec tous les styles qu'il faut, c'est clair qu'elle n'aura plus personne dans son salon, oui. Merci. Donc, il faut se réajuster, il faut se réadapter. Adapter au changement continu de la société. D'accord. Parce que la société continue toujours de s'améliorer, de changer, et vous devez être d'abord au courant de ce changement et vous adapter à ça, sinon vous allez disparaître du marché. D'accord, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi et Alex Balogun, il y a des entreprises, vous vous rendez compte qu'elles grandissent parfois un peu trop vite. Vous voyez, c'est une petite boutique, bientôt c'est une grande boutique, mais les clients ne suivent pas forcément. Le chiffre d'affaires ne suit pas toujours. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce cas? Oui, je pense que là, il faut faire. J'ai un ami qui a eu un financement et il a dit que ce qui a tué mon entreprise, c'était le financement que j'ai eu. Parce que j'ai augmenté la production sans faire attention à la demande. Donc, je produis beaucoup alors que la demande n'est pas là. Et la demande veut dire ceux qui veulent acheter. Donc, lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous vous injectez dans une entreprise, vous créez, vous produisez, alors qu'il n'y a pas de gens pour acheter, il y a un problème. D'accord. Ou les gens qui vont acheter sont loin de vous et ne savent même pas que vous existez. Donc, il y a un problème de communication. Donc, une entreprise qui produit beaucoup ou qui a des choses à vendre, qui a un service à vendre, tout ça, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, mais les clients sont où? Et est-ce qu'ils savent que nous existons? Et quelle est la raison pour laquelle ils doivent venir acheter chez nous ou bien on se déplace vers eux? D'accord. Sinon, grandir trop vite, c'est dangereux, c'est très dangereux. Ça peut tuer l'entreprise. D'accord. Alors, ça m'amène à vous demander tout de suite, quand on a envie d'augmenter ses chiffres d'affaires, quelles sont les différentes étapes à franchir? Oui, comme j'ai dit, la première chose, définir votre client cible. D'accord. 2, comment est-ce que vous communiquez avec votre client? La communication. La communication. Est-ce que aujourd'hui, toutes les entreprises doivent communiquer en ligne? La communication digitale est devenue incontournable. Parce que lorsque vous communiquez lorsque vous communiquez en ligne, par exemple, vous arrivez à être avec le client chez lui à la maison. Même quand il est dans sa chambre, il est en train de voir vos produits.
Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de produits que vous avez achetés cette année jusqu'en voyant ça sur les statuts de WhatsApp? C'est clair. Donc, les gens n'ont pas compris que le marketing traditionnel a déjà changé. On n'est plus dans ce genre de stratégie. On a changé de marketing. paradigme. On a changé de paradigme. Donc, aujourd'hui, beaucoup de produits sont vendus uniquement sur les statuts de WhatsApp. Donc, pourquoi ne pas alors utiliser ces statuts de WhatsApp? D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, au lieu d'utiliser les statuts de WhatsApp pour communiquer vos émotions, je dis, il m'a laissé le connard. C'est notre journal intime. Je suis pas d'accord avec vous. Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Vous n'y allez pas de même ordre. Si vous voulez mais c'est savoir. aussi les femmes hein, Oui, qui mettent aussi des articles à vendre et tout sur les statuts. Oui. Reconnaissez ça. On le fait plus que les hommes. Ou bien, si vous voulez savoir comment une femme se sent dans une journée, allez sur son statut. Pas toutes les femmes, bien sûr. Revenons à notre sujet. On en était donc aux différentes étapes. Alors que moi, je pense que les statuts WhatsApp, les profils WhatsApp, la même chose sur Facebook, c'est déjà une boutique en ligne. D'accord. C'est déjà une vitrine en ligne où vous pouvez montrer vos produits aux gens, tout ça. Une autre chose, lorsque vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, est-ce que vous avez le personnel adapté? D'accord. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le bon produit, c'est les gens qui doivent le vendre. Donc, le contact avec le client, c'est comment? La relation client, c'est comment? Les chefs d'entreprise sont souvent occupés à produire, à travailler sur le service, mais ils oublient le fait que celui qui est en charge le produit ne tombe pas directement chez le client. Exactement. Il passe forcément par quelqu'un. Donc, comment est-ce que la personne se présente? Comment est-ce que la personne vend le produit? J'ai un exemple intéressant. Un bec qui va dans une maison où on vend la Bible. Et il dit, je vais vendre. On dit, non, toi qui me fais Québec, comment tu veux vendre la Bible? Il dit, non, je vais vendre la Bible pour vous. Ah, il a tellement insisté qu'ils ont accepté. Maintenant, un jour, on constate qu'il est le meilleur vendeur de la société. Ah, deuxième jour, meilleur vendeur. Pendant un mois, le meilleur vendeur. On a organisé une séance. On dit, il viens apprendre aux gens ici. Comment tu arrives à vendre la Bible? Il dit, quand je prends la Bible et que je vais dans la maison des gens, je fais à la porte et je demande s'il veut que je lui lise la Bible, il va acheter la Bible. Donc il demande, est-ce que tu veux que je te lise la Bible ou bien tu vas acheter? La personne dit, j'achète. C'est mieux pour moi. Je comprends. Tous les commerciaux sont devenus bégeurs en même temps. Ils ont commencé à béguer. D'accord. Pour pouvoir vendre aussi. Oui, je comprends. Le ça contact Oui, ça rejoint une question que j'avais pour vous justement quand on parle des différentes étapes. Est-ce qu'il ne faut pas aussi savoir créer le besoin? Parce que lui, ce bec, par exemple, on sent qu'il a créé le besoin. Oui, je dirais que vous êtes un coach business alors. Il faut savoir créer le besoin aussi chez le client. Oui. Il y a ce qu'on appelle la psychologie du besoin. On peut créer le besoin, on peut influencer le client à savoir qu'il en a besoin. Et c'est la stratégie d'ailleurs de Apple. Et pour créer un produit et vous dit, vous en avez besoin, sinon votre vie n'est pas complète. C'est ce qu'il vous faut pour... Donc le client se dit, ça, il me le faut. Et les mêmes choses aussi, lorsqu'on propose des modules de formation, la plupart du temps, les gens ne savent pas qu'ils avaient ce besoin-là. Mais quand tu crées le besoin, tu dis, tu gères ta vie mal, tu gères tes émotions mal. Il se dit, mais c'est vrai, je peux apprendre à mieux gérer mes émotions, je peux apprendre à mieux gérer mon entreprise. Donc ça, c'est aussi une stratégie, oui, bien sûr, qui marche. D'accord. Mais quand on a fini de faire tout ça, est-ce qu'on est sûr du résultat à la fin? On est sûr d'avoir ces chiffres d'affaires augmentés? Une autre chose aussi, lorsqu'il s'agit d'augmentation des chiffres d'affaires, c'est la gestion de ce que vous avez déjà. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'il entre, il y a aussi ce qu'il reste après les dépenses. Est-ce que vous dépensez tout ou bien vous avez un bon système de gestion financière? Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas augmenter votre chiffre d'affaires parce que vous dépensez en désordre. Comme on le dit souvent, vous avez vendu un peu aujourd'hui, donnez-moi de l'argent parce qu'il n'y a pas la gestion des finances de l'entreprise n'est pas structurée. Et tel que ça vient, on dépense. Là, vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez pas augmenter votre chiffre d'affaires. Même si ça s'augmente, vous dépensez et vous êtes toujours au même point. Donc la bonne gestion... Ne pas véritablement. Exactement. Donc il faut solliciter de l'aide, demander aux gens, même si c'est un ami qui gère bien ses finances, il peut venir vous donner des conseils. Au lieu de l'envier, lui apprendre de lui.
Vous connaissez notre maladie en Afrique. Alexandre Goud, je crois que c'est sur ces mots et que nous allons clôturer notre rubrique Espère de ce soir. Donc, au lieu d'envier les autres, il vaut mieux aller à leur école, comprendre un peu comment est-ce qu'ils font pour fonctionner et peut-être que d'ici la fin de l'année, vous aurez augmenté votre chiffre d'affaires. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro de l'Expert. Ne vous inquiétez pas, le grand rendez-vous, quant à lui, il se poursuit. On passe à la dernière rubrique de ce soir, Horizon Culture. Alors, avec Horizon Culture ce soir, on s'intéresse à l'héritage musical que nous a laissé le grand Stan Torrent. Eh bien, ce nom, on l'appelle avec tout le respect dû justement à son rang, même s'il nous a quittés. On est toujours très fiers de son parcours musical. On reçoit un visage qui vous a certainement manqué, mesdames et messieurs, pour parler un peu de cet héritage. Mais avant, on suit ce reportage. Queen Fomi prête sa voix sur l'un des morceaux devenus un tube à succès du regretté Stan Torrent. Ici, le roi du Tchèque System continue d'être encore une source d'inspiration un an après son décès. Le tambour d'eau a laissé une trace indélébile de la qualité de ses œuvres musicales. Ce qui m'a marqué chez Stan Torrent, c'est que Stan Torrent a volé mon rythme. Parce que le Tchékoumé n'est pas de sa région. Moi, je suis marié, mais Torrent n'est pas marié du tout. Il est Adja. Et il a ce génie-là de composer des chansons tchék qui n'est pas de chez lui. J'ai l'impression que toutes les chansons qu'il avait composées étaient mes chansons à moi. Donc l'album Akwa Matizo a été promu par moi. Et pour au moins 3 ans, je n'ai connu Torrent que 3 ans avant sa mort. J'aimais sa chanson Akwa Matizo. J'ai tout fait pour le rencontrer et avec son accord, on a fait le remix. Il est décédé juste après cette collaboration. Il me faut un père. Bon, écoute. La mort du roi n'a point freiné l'engagement artistique de ses amis. La jeune artiste reprend Akwa Matizo, une chanson culte de Stan Torrent. Rendre hommage à un tel artiste dont la musique a séduit tout un continent et fait danser des milliers de mélomanes devient un devoir. La nécessité de lui rendre hommage parce que Torrent, d'abord, c'est une icône de la musique béninoise. Parce que si vous allez même hors de nos frontières, dans les pays très très lointains, vous demandez quel artiste béninois vous connaissez. Je suis sûr que les gens vont vous parler de Torrent. Il y avait un grand artiste du nom de Jacques Higelin en France. Il a voulu faire le Casino de Paris. C'est une grande salle. C'est un Français. Et on lui a dit, qui tu veux qu'on te mette en première partie? Et il a dit, je voudrais qu'on aille au Bénin me chercher un monsieur qui s'appelle Stan Torrent pour venir faire ma première partie avec cet tambour d'eau. Diamant Noir, Espoir 2000 et d'autres artistes se sont inspirés du rythme musical, le Tchèque System, pour chanter et faire danser. Travaillons ensemble sur le Tchèque System le temps d'une saison, 10 ans. Vous allez voir, chacun va chanter le Tchèque System avec son inspiration. Et la balle est dans le camp de notre sœur Angélique Kidjo aussi, qui doit tenir la main de beaucoup de Béninois et de Béninoises qui chantent dans ce pays. Stan Torrent, un an déjà que l'artiste s'en est allé, mais sa musique vit. Voilà, un artiste ne meurt jamais, il demeure présent dans nos mémoires à travers ses œuvres. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Merci d'être avec nous sur ce plateau avec ce sujet. On s'intéresse donc à l'après Stan Torrent, ça fait 1 an déjà, mais nous on continue de le manquer, il nous manque aussi. Vraiment. Donc on parle de son héritage. Ce qu'il a laissé, comment ça évolue. Donc comme vous le savez, l'anniversaire c'était mercredi dernier, le 26 février, exactement 1 an.
Donc, nous allons... Il faut préciser son anniversaire de dessert. Son anniversaire de dessert. De dessert, bien sûr. Donc, pour en parler, nous recevons ici un artiste qui a beaucoup collaboré avec lui et comme vous l'avez dit, qui n'est pas inconnu, qu'on ne présente plus vraiment. Eba Wadé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir, je vous salue et chers téléspectateurs BB24. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est pour une première fois que je suis sur ce plateau de BB24. Merci. C'est un plaisir pour nous. Un plaisir pour nous et pour nos téléspectateurs aussi. Merci. En leur nom, je vous dis merci d'être sur ce plateau. Merci. C'est Donc, un plaisir partagé. Vous avez beaucoup collaboré avec Stan Torrent. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez déjà de vos relations et des collaborations que vous avez eu à faire avec lui. Vraiment, c'est un grand frère. En tant que compatriote et artistiquement parlant, c'est un grand frère. Parce que si un grand frère part, c'est une consternation, une désolation. J'ai grandi presque avec Stan, artistiquement parlant. Et c'est un battant. Comment on appelle les femmes de Béanzin, les guerriers? Les Amazones. Et les hommes, comment on les appelle? Les Amazones. Les Amazones aussi. Ouais, vous venez de masculiniser ce mot. C'est un guerrier. C'est un guerrier parce que je nous connais bien. Je ne sais pas qui va prendre une voiture ici à Cotonou-Bamako, mais il a fait. Toujours pour la musique. Toujours pour la musique. On a un concert à Ouaga et à Bamako. Il m'a envoyé, j'ai amené les affiches au promoteur. Maintenant, on demande la subvention pour le départ sur Bamako, pour prendre l'avion. Bon, demain, comme d'habitude. Il est fâché, il a pris son véhicule. Il a pris son véhicule. Moi et son manager, on était trois. Et on a passé par Lomé. Et ce qui est bizarre, vers Alédio, la hauteur de Kara, et il pleuvait énormément et il y a un camion qui venait alors que notre véhicule n'a pas d'essuie-glace. Il faut voir Stan au volant qui faisait comme ça. On était à la voiture jusqu'à aller à Ouagadougou, on a donné un concert là-bas. Et après, on a été allé à Bamako, donner un concert là-bas. Agnès, j'ai envie de dire quelle détermination. Détermination. C'est pour ça que j'ai dit c'est un guerrier. Parce que la musique, c'est sa passion et c'est son métier. D'accord. Et j'ai collaboré avec, j'ai grandi presque avec Stan. Oui. J'ai grandi presque avec lui. Moi, ce que j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que vous avez l'impression justement que cette passion, il a pu la communiquer aux générations qui viendront après lui justement? C'est ce qu'il a toujours fait. Parce que j'étais en 87 d'abord. Je le connaissais avant, par le biais d'un Camerounais. Le Camerounais travaillait avec lui, avec Serge Kimazas aujourd'hui. Voilà. Et, depuis 1987, ça fait 33 ans aujourd'hui. J'étais très jeune à l'époque, très jeune. Donc comme j'ai aussi la passion de la musique, j'ai rencontré le monsieur, un Camerounais en question, avec sa guitare, vers comment on appelle, une Africa là. Et je me suis approché, j'étais sur moto de mon grand frère. Et il dit, il est guitariste. Donc il travaillait avec Stan. Donc c'est lui qui m'a mené vers Stan. Et on a collaboré comme ça. Et je suis allé en Côte d'Ivoire pour le conservatoire, à l'Institut supérieur des arts. Et Stan est venu pour un concert là-bas, avec François Louga au Palais des Sports. Et Fanny, Marie Verger était à la batterie. Kofi Alade à la chorégraphie. Quand vous dites Fanny, c'est faux Fanny? Faux Fanny. Faux Fanny, il était à la batterie. Et en 87, avec François Louga, on a donné un concert au Palais des Sports de Trécheville à Abidjan. Et après mes études, je suis rentré avec un album, tout là, et j'ai vu encore Stan. J'ai collaboré encore avec lui. Et c'est après ça qu'on est parti sur Ouaga. D'accord. Et donc vous êtes en train de dire qu'il fait partie de ceux qui vous ont transmis la musique? Tous. Mon succès, je dois ça à mes aînés, à mes grands frères. D'accord. Del Rego, Pedro, Polyrythmo, Saboran, Torrent, parce que j'ai évolué avec Polyrythmo. Et Polyrythmo accompagnait tous ceux-là. Parce qu'au village, on voyait nos parents lancer le filet. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on pratique. Donc, ce que j'ai vu avec les aînés, c'est ça, vous avez continué à pratiquer. J'ai continué à pratiquer. Quel est l'héritage que Stan Torrent a laissé aujourd'hui à la progéniture, je dirais, aux artistes qui viennent et peut-être à tout le peuple béninois et au-delà des frontières? Bon, Stan a toujours œuvré pour
pour le succès, l'évolution, le progrès de son Tcheng système. Oui. Donc, pourquoi il a collaboré avec moi? Il m'a pris comme son petit frère parce que j'ai chanté un style Tcheng système. Tcheng. Umajolo, 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 c'était bonuminu mambio memela. Ça a plu à Stan et il sait que c'est pas sur le chemin de Tcheng. D'accord. Il a pris. Donc pour vous, il a toujours œuvré pour l'évolution du Tcheng système. Il y avait aussi son centre, je crois. Il a fait beaucoup de festivals sur le Tcheng système. On a bien envie de savoir si ça continue parce que ça fait 1 an qu'il est parti. Est-ce que toutes ces initiatives-là ne vont pas disparaître? Voilà. C'est ça votre inquiétude? Bon, que cette famille m'excuse. Il y a une famille qui s'appelle Koublenou. Et ça a été toujours comme ça. La mort a toujours gâté les choses. Et les projets, les pensées sont interrompus. Donc, mais moi, je prie que il y a un ministère de la culture. Et la culture continue l'œuvre d'un artiste, c'est continuer la culture d'une nation. Donc, ce que Stan a laissé à Révier, il faut que l'État s'en occupe pour faire un grand centre artistique. Et moi-même, j'aimerais, parce que ça fait longtemps que j'ai joué à Cotonou, et j'aimerais faire apporter votre contribution. Un grand concert même sur l'espace là à Révier. Et pas dire un concert, j'aimerais, mais il faut que l'État contribue. D'accord. Donc vous avez vraiment l'impression que le Tcheng système va demeurer après Stan Torrent? Oui, le Tcheng système va demeurer, seulement qu'il n'y aura plus Stan Torrent. Là, c'est clair. Donc on aura une autre forme de Tcheng système? Oui. Bon, il y a Bob Marley est parti, il y a plein de reggae, mais il n'y a plus Bob Marley. Et Papillon de Polyrythmo est parti, mais il n'y a pas un guitariste encore, comme les Franco, etc., Ernesto Djedje, tout ça. Mais le Tcheng système doit demeurer. C'est un rythme. D'abord, lui, il a travaillé sur le rythme, le Tcheng Koumé. Qu'il a travaillé, qu'il a modernisé. Voilà. Donc, le Tcheng Koumé doit continuer. D'accord. Il a coaché beaucoup d'artistes qui ont continué ce rythme-là. Et il y en a d'autres qui viendront certainement. Bien sûr. C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. La génération future doit toujours œuvrer dans le Tcheng. Le Tcheng Koumé, il a fait Tcheng système. Il y en a plein qui est-ce qu'à votre niveau, vous, c'est proche peut-être, ou d'autres artistes, est-ce que vous faites un mouvement dans ce sens pour pouvoir faire perdurer cela? Oui, naturellement, et c'est ce qu'on devait faire. Mais malheureusement, nous sommes des grands talents dans un petit pays, je peux le dire. D'accord. Artistiquement parlant. Si. Parce que la culture passe au premier plan. Si. Dans les autres pays, mais chez nous, nous sommes. Mais certainement que vous y pensez, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas. Non, automatiquement. Merci déjà d'être avec nous sur ce plateau pour parler de cet artiste-là qui nous a quittés, Stan Torrent. Mais on ne va pas vous laisser sans justement cet a cappella, le morceau. Vous le choisissez. Moi, je veux bien Toula, Jennifer aussi. Je valide complètement. Toula? D'accord. Christelle Sarboran, c'est pour votre plaisir ce soir. C'est vous qui êtes à la réalisation. Vous l'avez réclamé. On écoute. Et l'artiste est Bawadé. Mesdames et messieurs, c'est surtout pour vous. Bode no sakbe, ton politola de dolube, amawa bode no sakbe ton, tola sabobe, miwae, tola sabobe, ya o, ae. Merci beaucoup. Je suis toujours aussi impressionnée. Toujours, j'ai jamais pu répéter ces paroles. Je vais peut-être encore me mettre après. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir partagé. L'heure du journal est sacrée, mesdames et messieurs. Vraiment. Donc, on vous laisse suivre le journal et on se retrouve après. Avec plaisir.
ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le 28 février est déclaré journée sans Facebook. Quels sont les enjeux d'une telle initiative? Nous en saurons davantage dans cette édition. Lancement du deuxième forum des collectivités locales africaines dans la mobilisation des villes africaines en faveur de l'action pour le climat. C'est un prélude à la 26e édition de la conférence des parties sur le climat, COP26. Quel est l'avenir de la musique et de quel atout dispose-t-elle pour se révéler au-delà des frontières béninoises? Un artiste béninois propose des astuces pour y arriver. Vous souvenez-vous de la dernière journée que vous avez passée sans regarder votre fil d'actualité Facebook? Probablement pas. Et pour cause, nous sommes nombreux à ne pas passer plus de quelques heures sans regarder nos notifications. Faut-il parler de dépendance? Pour certains, oui. Ailleurs, le 28 février de chaque année est déclaré journée sans Facebook. Quel est l'intérêt de se déconnecter toute cette journée? Suivons plutôt. Facebook, bon ami ou mauvais compagnon? Pour James et Stevens, il est quasi impossible de se passer de ce réseau social. Son utilité est indéniable. Moi, je ne peux pas faire une journée sans me connecter sur Facebook. Je ne peux pas m'en priver. Il est bien important de se connecter sur Facebook. Dans une journée, on est un peu ennuyeux. Et si c'est qu'on est ennuyeux, il y a des choses, il y a des publications sur Facebook qui peuvent te divertir. Et toi-même, tu peux te manifester de par tes commentaires. Depuis 15 ans, Facebook fait partie intégrante de la vie d'une majorité d'utilisateurs, devenant aujourd'hui une énorme société présente de multiples façons dans leur quotidien. Une grande majorité des personnes n'ont cesse de scroller leur fil d'actualité à tout moment, une situation que ces trois jeunes étudiants en médecine ont au fait de trouver dangereuse. Là, en moyenne, on passe 3h40 minutes sur nos téléphones portables devant nos écrans par jour. Et la moitié de ce temps est souvent dédié aux réseaux sociaux. Le premier réseau social aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, nous échangeons plus avec les gens sur nos téléphones portables sur Facebook qu'avec la famille. Cela crée aujourd'hui une dissociation de la société. Vous arrivez dans une maison, à table, tout le monde est devant son téléphone. On ne se concentre même plus sur la nourriture, mais c'est beaucoup plus comment mettre en statut la photo du repas. Il est vrai que certains comportements et utilisations sont devenus excessifs. Depuis 2010, il est proposé de ne pas se connecter au réseau social bleu tous les 28 février. Une occasion de se couper du monde virtuel pour se reconnecter à sa vie et surtout juger de sa dépendance de Facebook. On est arrivé à un moment où il faut se déconnecter pour pouvoir se connecter. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la vie sociale. Ce que nous proposons à la population, c'est de pouvoir marquer une pause et de mesurer leurs relations avec l'utilisation de ces différents outils-là. Déjà, les gens n'ont pas l'information. Les gens ne savent pas qu'il y a une journée internationale sans Facebook. Les gens ne savent même pas déjà qu'il y a une journée internationale sans téléphone portable. Et il faut que les gens le sachent déjà. Ensuite, il faut que les gens prennent conscience des dégâts qu'a l'utilisation du téléphone portable et l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sur notre vie en général. Après la prise de conscience, il est conseillé de trouver des substitutions, des activités plaisantes qui, en occupant les mains, tiendront également l'esprit concentré et empêcheront de se tourner vers son portable pour se connecter à Facebook. Le Bénin participe à la 26e édition de la conférence des parties sur le climat et en prélude à cet événement, les maires des communes du Bénin et de l'Afrique conjuguent leurs efforts à travers l'organisation à Cotonou du deuxième forum des collectivités locales africaines dans la mobilisation des villes africaines en faveur de l'action pour le climat. Émeric Okukweli, Ramatou Lawani. Les habitats et écosystèmes africains sont actuellement menacés par une variété de stress tels que les changements climatiques. Et pour lutter contre ce fléau, les collectivités territoriales de l'Afrique et leurs fêtières unissent leurs forces à travers le deuxième forum pré-COP 26. L'organisation du présent forum, entre autres objectifs, va consacrer un événement important. Il s'agit de l'adhésion de l'ensemble des 77 communes du Bénin à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. C'est une preuve de l'engagement des communes du Bénin pour
l'action climat et de bonnes pratiques à répliquer dans la sous-région. L'Afrique constitue le continent le plus affecté par les effets du changement climatique. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les températures et les niveaux marins sont en hausse, menaçant la vie et les moyens des peuples. Les acteurs des collectivités locales, du Bénin en particulier et ceux de l'Afrique en général, sont conscients du rôle primordial qui est le leur dans la riposte mondiale à la menace. C'est la raison pour laquelle CGLU Afrique a encouragé les villes d'Afrique et les collectivités territoriales d'Afrique à rejoindre la Convention des maires pour le climat. Et beaucoup de collectivités béninoises, mais malheureusement pas toutes, ont rejoint cette convention. Tout ceci, non seulement enracine l'agenda du climat sur les territoires qui sont le lieu de vérification de sa mise en œuvre, mais interpelle et les gouvernements nationaux et la communauté internationale sur la nécessité de faire arriver les fonds climatiques jusqu'au niveau des territoires. Ce deuxième forum des collectivités territoriales se tient dans un contexte particulier où le Bénin fait face aux effets néfastes du climat. L'Association nationale des communes du Bénin propose alors la planification des 3 stratégies de décarbonisation, donc d'atténuation des gaz à effet de serre, d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et puis d'accès à l'énergie. Les cités et gouvernements locaux africains sont donc engagés pour des villes plus résilientes en Afrique. C'est pourquoi de ces assises sous-régionales sont attendues des solutions efficaces à exposer à la 26e édition de la conférence des parties prévue pour se tenir à Glasgow en novembre prochain. Page culture de cette édition, le Bénin est indéniablement un réservoir dans la diversité musicale, même si aujourd'hui il est difficile de lui coller une identité musicale. Quelles peuvent en être les raisons et de quelle chance dispose le Bénin pour révéler sa musique au-delà de ses frontières? L'artiste musicien Kim Azas nous répond. Le Bénin est un pays qui a de multiples rythmes. Et c'est pas facile pour un pays comme ça. C'est pas comme le Sénégal où ils ont vraiment un truc ou 2 trucs où ils sont obligés d'exploiter. Ici au Bénin, nous sommes riches. C'est l'un des grands pays qui est riche en rythme. Et donc, je crois que c'est ensemble qu'on va trouver, parce qu'il y a des gens comme des Atons qui ont sorti leur truc. Moi, maintenant, je suis en train de faire un mélange aussi du tchenk au reggae. Et pour voir ce que ça va donner. Donc je crois que c'est un pays qui peut vraiment se faire représenter sur le plan international si on s'entend pour pouvoir choisir un seul rythme. Je fais tout un mélange, enfin ma fusion que j'appelle afro-reggae. Afro-reggae dans le sens, parce que moi je vis en Europe, il faudrait que je vive de ma musique. Parce que là-bas, il y a 2 tendances qui tournent bien en été, c'est les festivals. Et dans les festivals, on a besoin des artistes qui font de la musique africaine et du reggae. Et donc moi, je fais un mélange du reggae et de afro. Afro, pour moi, c'est tous les rythmes du Bénin. Je choisis de province en province et je mélange ça avec du reggae et ça attire beaucoup. J'ai des projets, surtout pour le Bénin, pour les artistes béninois. Je suis en train de monter un espace culturel à Grand Popo qui va accueillir beaucoup d'artistes. C'est un studio d'enregistrement, c'est un coin d'hébergement, c'est un coin où il y a des concerts, c'est un coin où il y a vidéo tournage et c'est un coin où il y aura des renforcements de capacité parce que ce serait fréquenté par les Allemands. Donc voilà, moi j'ai une association qui tourne très fort en Allemagne et qui a envie de venir vers le Bénin et aider les artistes béninois. Je vous invite à suivre à présent La Nation en bref, une compilation des autres faits marquants de l'actualité nationale réalisée par Émeric Okupeli.
9 agglomérations du Bénin, dont Porto-Novo, Cotonou, Abomey-Calavier et Sémé-Podi, vont bénéficier de l'installation de 15 000 lampadaires photovoltaïques dans les tout prochains jours. Cet éclairage public de voirie au profit de ces localités est financé par Bpifrance. C'est à la faveur d'une convention cadre signée lundi 24 février dernier avec la République du Bénin, représentée par Romuald Wadaï, ministre de l'Économie et des Finances. Cette convention vise à faciliter la mise en place de financements bilatéraux entre la République du Bénin et Bpifrance en définissant le cadre juridique dans lequel s'inséreront les futurs contrats de crédit. Elle permettra le renforcement des liens de coopération avec les entreprises françaises, avec la possibilité de mettre rapidement en place des solutions de financement adaptées à chaque projet assorties de conditions financières favorables. Cet accord démontre une fois de plus la capacité du Bénin à structurer les financements innovants dans le but d'optimiser ses conditions d'emprunt et à nouer des partenariats de long terme avec des entités stratégiques. Signalons qu'à travers cet accord, le Bénin devient l'un des premiers pays à gagner la confiance de la Banque publique d'investissement française. Comment aménager un territoire? Tel est le thème autour duquel enseignants-chercheurs, acteurs du développement, étudiants et acteurs de la société civile ont débattu ce jeudi 27 février à l'amphi Jean Pliat de l'Université d'Abomey-Calavier. Après un bref aperçu du concept, le coordinateur du mercredi scientifique, le professeur Placide Clédio, a précisé que l'aménagement du territoire n'est ni une science, ni une technique, mais une pratique qui requiert un engagement fort des décideurs. Pour aménager un territoire, il faut une bonne connaissance du territoire à travers ses composantes, une évaluation des acteurs et outils de développement, une bonne définition des zones d'affectation, en tenant compte des spécificités liées à chaque espace et une prescription consensuelle des normes d'utilisation de chaque espace. Il s'agit de l'autorisation, de la restriction et de l'interdiction, a-t-il ajouté, tout en faisant allusion aux expériences faites avec certaines communes du Bénin. En un mois, la berge lagunaire du côté de Dantokpa a été transfigurée. Le champ de ruines que donnaient ces lieux autrement très pollués est du passé. À ce niveau, la berge est plus accessible pour les centaines de passagers que déversent presque toutes les heures les conducteurs de bacs. Ces acteurs, qui avaient d'ailleurs l'habitude de tenir leurs activités dans un environnement véritablement insalubre, se réjouissent de pouvoir moins s'exposer aux risques sanitaires. Après la douleur, c'est donc le soulagement. La berge noire, devenue jaune, est l'objet de toutes les attentions. Aussi, la mise à nu après les travaux des canalisations issues du marché pour la lagune est une assurance pour certains que la prochaine saison des pluies sera moins éprouvante. De ça, de là, les regards sont tournés vers ce que deviendra la berge lagunaire les tout prochains mois. Ici, les usagers n'ont pour le moment aucune idée. Leur souhait est que la propriété des lieux soit maintenue pour toujours. Hors de nos frontières, au Togo, la région des Plateaux va abriter à l'horizon 2022 une usine de transformation du gingembre et du poivre au bas mot. 200 000 tonnes de gingembre brut de diverses variétés seront transformées annuellement. Le projet, porté par la société Boss Approche Agricole, en partenariat avec des associés allemands et canadiens, devrait mobiliser 13,5 milliards de francs CFA. Cette unité de transformation devra booster les rendements des agriculteurs et créer des emplois dans la région. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Voilà, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. Merci de toujours rester avec nous avant de nous retrouver justement pour poursuivre cette émission. Nous allons d'abord suivre cette vidéo et on se retrouve après. Mopendiari.
Voilà, mesdames et messieurs, pour notre instant citation de ce soir, nous avons choisi pour vous un proverbe africain surtout. Eh bien, il s'agit de ce proverbe Haoussa qui dit ceci: avec la complicité de la régie, on va vous l'afficher sur le petit écran. On n'abandonne pas la chasse d'une antilope pour courir après un épervier. On n'abandonne pas la chasse d'une antilope pour courir après un épervier. C'est donc un proverbe Haoussa, mesdames et messieurs. C'est avec ce proverbe que nous allons prendre congé de vous. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro du grand rendez-vous. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous et surtout en compagnie des programmes de votre chaîne BB24.